Mégahertz. Petit podcast pour de grands effets, pourvu qu'on s'aligne et qu'on se connecte. Parce qu'on est en orbite et c'est important de se connecter. Et bien, microphone. Mégahertz est Sexologie. Un peu de rangement pour se transformer en fait de logis au roi du logis. On dépoussière les idées reçues et range méthodiquement les poupées russes de notre petit jardin secret avec l'aide de la sexologie. Aujourd'hui, j'accueille Camille Parlsex, une sexologue belge qui va se présenter par elle-même. Je pense que ce sera plus intéressant. Et voilà, et s'il y a besoin, je poserai quelques questions pour te présenter rapidement. Ça marche. Eh bien, merci, Evie, de m'accueillir voilà, dans ton micro pour une grande première. Donc, comme tu l'as dit, je suis sexologue. Alors, je suis française, mais j'exerce en Belgique et aussi à l'international, puisque maintenant, avec le confinement, on fait beaucoup de téléconsultations. Et donc, je suis sexologue maintenant depuis un peu plus de 2 ans et coach en intimité depuis 5 ans. Donc, je travaille avec des personnes en individuel et aussi des couples, pour les aider à explorer, ce qu'ils souhaitent en fait dans leur vie intime, à les aider à accéder, s'il y a des difficultés ou des questionnements, à les accompagner dans ce cheminement de vie intime. Ok, très bien. Donc, à l'international, tu as bien dit que tu étais en Belgique, c'est ça? Mais Oui, bon, c'est ça. c'est qu'un détail. Française à la base, j'avais quand même vu sur ton Insta que tu avais quand même eu un parcours à l'étranger, aux Oui, États-Unis, hein? c'est ça. Donc j'ai étudié aussi donc, la sexologie, aux États-Unis, au Canada, un petit peu en France et en Belgique. Mon parcours dans la sexologie, ça a commencé, avec les livres, adolescente où je lisais beaucoup de livres, d'un fameux sexologue Willy Passini et je me disais: «Waouh, c'est génial de pouvoir être dans l'intimité de ces couples-là, de ces personnes-là» et cetera. Mais voilà, on ne parlait pas du métier de sexologue, je ne savais pas quelles études il fallait faire, on ne trouvait pas ça, on ne pouvait pas demander, à notre, conseiller, éducation et cetera, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et donc, j'ai fait un parcours, de psychologie, en France, jusqu'à la licence. Ensuite, j'ai vraiment voulu partir et apprendre l'anglais, donc je suis partie aux États-Unis. Là, j'ai pu faire des études, en parallèle, sur, la sexualité humaine, où là, j'ai appris énormément aussi. J'ai été formée, au coaching en intimité et puis ensuite, j'ai vraiment voulu, OK, vraiment faire ce métier de sexologue, c'est maintenant, c'est pas à 40 ans, à 50 ans, c'est maintenant que je dois le faire. J'ai des choses à apporter, je veux pouvoir accompagner, ces personnes-là qui en ont besoin et donc j'ai trouvé une formation, un master, donc en Belgique. C'est comme ça que je suis arrivée, à Bruxelles et j'ai fait ce master 2 ans. Pendant ce master, j'ai pu, faire un semestre au Canada et Mhm. là, c'était le rêve parce que, le Canada, c'est le seul, c'est l'université donc l'UQAM, c'est la seule université au monde qui a un département en sexologie, donc c'était la pointe, la crème, quoi. C'était, vraiment génial et là, ça a été un gros mind blowing. J'ai appris beaucoup de choses et ensuite je suis revenue en Belgique et là, j'ai fait une certification en sexologie pour vraiment aller, jusqu'au bout du cursus et ensuite, à la fin de ce cursus, je me suis lancée en tant que sexologue. J'ai aussi, je me suis associée avec mon collègue qui s'appelle Olivier Majeren et ensemble, on a créé et fondé, le Love pardon. Ensemble, on a créé et fondé le Love Health Center, qui est un centre de bien-être sexuel à Bruxelles. Donc, vraiment, la sexualité, elle est au cœur, de nos vies en tant que personne, mais aussi en tant que professionnels et on essaye, on a une vision globale, on a un message en fait, ça va au-delà de nous, au-delà de nos clients. C'est vraiment, c'est pour l'humanité, c'est vraiment de pouvoir apporter, ces connaissances-là, pouvoir rendre les gens beaucoup plus à l'aise avec les sexualités, curieux et découvrir quoi, ce qui se passe. Sortir de la grisaille, un peu de lumière. Ok. Ouais, et de surtout mettre de la lumière sur le métier, de sexologue et sur la sexualité en général. On dit que c'est tabou, c'est qu'on parle beaucoup de sexualité. Ce qui est tabou, c'est la manière dont on en parle et comment on en parle, ouais. Bah, ok. D'accord. Ok. D'accord. Ça a permis une grande, ouverture sur ce qui se passe déjà dans le monde de la sexologie, voilà, à l'international. Aussi sur l'ouverture des cultures, parce qu'on n'approche pas de la même manière la sexualité, le sexe, selon où on habite. Ça, c'est vrai. Et puis le fait de parler, donc de comprendre l'anglais, de parler aussi français, ça permet d'avoir une diversité aussi des gens qu'on peut recevoir, en consultation. Ok. Donc, tu parles des gens que tu peux recevoir en consultation. On s'était un peu vu avant l'enregistrement, enfin, vu
on avait un peu échangé avant l'enregistrement et tu m'avais précisé une nuance que j'ai trouvée très intéressante. Moi, je parlais de patients parce que j'ai déjà dit, je suis infirmière en psychiatrie et tu les as appelés des clients. Et là, je t'ai demandé, bah, pourquoi tu fais des clients? Enfin, pour moi, c'était des patients et tu m'as répondu quelque chose. Mhm. Eh bien oui, alors ça dépend, hein. Pas tout le monde dit des clients. Moi, comme j'ai été formée plutôt aux États-Unis, on parle de clients. Tout d'abord parce que je ne suis pas médecin et donc je ne pense pas que mes clients ont besoin d'être soignés. Donc ce ne Ok, sont pas mes patients, ils n'ont pas besoin, ils sont pas malades. Par contre, c'est mes clients, ils me payent pour que je puisse les aider à mieux aller dans leur vie intime, dans leur bien-être intime. Donc, je les considère, c'est un rapport, voilà, client, cliente, ouais. pour le coup, j'ai trouvé la nuance très intéressante en fait, parce que, Ouais, comme tu et dis, puis c'est peut-être différent aussi si on est médecin sexologue ou peut-être, voilà, infirmière sexologue, on les considère peut-être comme patientes. Après, voilà, c'est juste, un terme avec une approche peut-être différente aussi, qui peut jouer justement, sur la manière dont on accueille et on accompagne, les personnes. ok. Pourquoi cet épisode avec une sexologue? Parce que je suis infirmière en psychiatrie et la sexualité, c'est quand même inhérent à, à chaque individu. Et comme c'est pas ma spécialité, tout simplement, c'est plus simple de faire appel à une professionnelle qui maîtrise son sujet. Mmh. Euh, donc Parce que voilà. toi, tu le voyais, du coup, tu le vois dans ton travail, qu'il y a pas mal de thématiques sur la sexualité qui revient? Oui, parce qu'en fait, en fait, la sexualité, ce que j'ai toujours trouvé intéressant et très fascinant, c'est de voir à quel point ce petit élément de notre vie a énormément de répercussions sur toutes les autres dimensions de notre vie, en fait. Comment, Ouais. comment ce petit élément peut être, comment dire, euh, Impactant. exactement, et comment ça peut aussi, comment quand c'est très, comment, je trouve pas mes mots. Euh, On le voit aussi en sexologie, combien en fait la santé sexuelle est étroitement liée aussi à la santé globale en fait. Parce que souvent quand on a une santé sexuelle, avec des difficultés ou une baisse d'estime de soi, ça va avoir des répercussions en fait sur sa santé globale, sur comment on se sent aussi. Et pareil évidemment santé globale, si on a par exemple des douleurs chroniques, si on a mal dans notre corps, ça va aussi avoir des répercussions sur notre vie intime. Donc on voit que les 2 sont étroitement liés. C'est peut-être ça que exact. tu vois aussi, dans ton Exactement. boulot? Après, moi, c'est ce que j'avais déjà dit, c'est ce que je t'avais déjà dit en aparté, que quand on parlait avec les collègues, je comparais un peu ça aux poupées russes. En fait, c'était toujours la matriochki, la poupée dans la poupée de la poupée. Et voilà. Et je Ouais. trouve que c'est quelque chose de très puissant. Et c'est puissant et c'est très marrant parce que c'est très fascinant. Quand j'ai lancé comment on dit, l'interrogatoire pour voir, je préparais le terrain, Camille parle sexe, vient nous parler. Mmh. Les gens étaient à la fois très timides pour poser des questions, mais regardez, Ah oui. regardez les réponses. Regardez Ah les ça c'est réponses des autres. courant, Donc je me hein. suis dit, c'est trop marrant. Mais Mmh. alors qu'on reste quand même derrière un écran, ça reste anonyme. Et Enfin c'est bref, toujours, c'est très ouais, intéressant. c'est toujours, effrayant, même si on reste derrière un écran, on le voit, hein, je le vois aussi, le nombre de personnes qui voient, la publication comparé à celles qui like et Mm, surtout souvent ce qui revient c'est: «J'adore ce que tu fais, mais je ne peux pas liker ou commenter parce que sinon mes amis vont voir ou des gens vont voir ou vont» voilà. On veut rester invisibilisé par rapport à ça, mais ça n'empêche pas qu'on est très, très, très curieux et curieuse et c'est ce qu'on voit surtout en commentaire privé, dans les DM, dans la messagerie, je reçois énormément de questions de gens, mais qui jamais ne l'afficheraient publiquement et ça peut exact. se comprendre Bah oui, et ça reste très intime et surtout pourquoi une sexologue? Parce qu'il y a une amie qui m'avait parlé de ton travail, mais surtout ce que je trouve très intéressant, c'est le paradoxe de la société dans laquelle on vit qui est extrêmement stimulante dans cette dimension, mais à côté de ça, on se rend compte que dans la sphère privée des gens, je généralise, hein, c'est mmh pas mh. si fluide que ça en fait. Ouais. Voilà. Exactement, on est comme on dit, dans une société hyper sexualisée où en fait on est stimulé visuellement, hein. À chaque fois qu'on marche dans la rue, il y a des publicités, lingerie, et cetera. La pornographie, l'accès à la pornographie qui est beaucoup plus aisé et puis, à contrario, l'éducation sexuelle qui, du coup est plutôt, retardée, on n'en parle pas et donc les gens on s'est toujours posé, on se pose toujours des questions sur, bah, tiens, qu'est-ce que la sexualité? Comment on fait l'amour?
comme personne nous explique, on se dit: «Bon, bah, souvent, en plus, on est des personnes, on a besoin de voir, on a besoin d'imiter, on a besoin d'observer» et donc comment observer puisque c'est quelque chose d'intime? Donc on va se tourner alors avant, c'était plutôt les magazines ou les cassettes, porno. Aujourd'hui, bah, c'est l'accès, mainstream, au porno avec, tout son tas de positifs et de négatifs. Mais du coup, il y a aussi, bah, tous ces questionnements-là, puisqu'on est en plus hyper stimulé, on se dit: «OK, c'est de partout, tout le monde fait l'amour, tout le monde est content par rapport à sa sexualité et moi déjà, je sais pas si je suis normale, je fais pas autant l'amour que je devrais, donc qu'est-ce que la normalité?» Et j'ai des problèmes, j'ai des questions, mais à qui demander? J'ai l'impression qu'autour de moi, le monde tourne autour du sexe, mais moi, je suis perdue et je ne sais pas à qui demander. Exact. C'est exactement ça. Et, et voilà. Je crois que tu as tout dit. Je ne sais pas quoi rajouter. Donc, Bah oui, et du coup, les gens se posent ces questions-là, et donc c'est pour ça que maintenant, on essaye vraiment de visibiliser aussi le métier de sexologue, parce que, bah, en plus, les personnes sexologues ont suivi normalement des formations certifiées, des formations universitaires, donc ils sont diplômés, ils sont experts dans leur domaine et ils peuvent accueillir ces gens-là, ils peuvent accueillir les questions, de manière, bah, non jugeante et bienveillante et des fois, on se rend compte aussi que la personne qui arrive, on sent qu'elle est lourde, il y a un poids, tu vois, qui pose sur ses épaules parce qu'il y a plein de questions, il y a des doutes et comme je disais, se remettre en cause: «Oh là là, j'ai honte, je suis pas normale» ou «J'ai ces questions, c'est stupide» et cetera. Déjà, il y a pas de questions bêtes et surtout, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on répond à une de leurs questions, quand on les accueille avec bienveillance, il y a elles se ça sentent plus lâche. légères, les gens en face. Elles se Exact. disent: «Mais pourquoi?» Pourquoi les personnes se disent: «Mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps?» quoi. C'est et tout devient beaucoup plus léger, plus fluide et en fait, c'est comme si on ouvrait une porte et il y a plein de possibilités et surtout de la lumière, en fait, au bout du tunnel. Exactement. C'était un peu ça le but. Je ne savais pas comment comment dire, comment le transmettre, mais c'est ce côté un peu lumière, un peu chaleureux où c'est Mmh. bon, ça va, on y va, Oui, tranquille. parce que ça a souvent été vu, bah, comme c'est peu connu le métier de sexologue et puis la sexualité, on en parle de plus en plus, mais c'est quand même des fois vu, voilà, chacune a son rapport propre à la sexualité et pour beaucoup de personnes, c'est encore, très tabou, encore sale, un peu dégoûtant avec, voilà, complètement un gros point d'interrogation et donc de pouvoir montrer aussi, bah, de pouvoir que les sexologues puissent s'exprimer, puissent montrer en fait ce qu'ils font dans leur travail, ce qu'elles font dans leur travail, bah, ça permet, oui, de mettre un peu de lumière sur ce métier-là et d'assurer. L'objectif, c'est de pouvoir rassurer les gens et que dès qu'il y a une question intime, que ces personnes-là puissent, aller vers les professionnels, de la sexologie pour les poser. Exact. Du coup, moi, tu as parlé de Ouais. lumière et de poids, en fait. J'ai trouvé très intéressant. Et la première vague de questions qui est ressortie, enfin, en tout cas, Mmh. qui faisait partie des premières questions, il me semble que c'était une femme et qui disait comment accepter d'être une femme entre accepter ses envies et ses désirs, en fait, comment combiner les deux. Et ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'était beaucoup de femmes qui répondaient, ou même les questions masculines étaient assez tournées vers la femme. Enfin, on va voir ça, Ouais. voilà, on va commencer tout doucement, mais c'était très, très intéressant. Donc, C'est vrai. voilà. Déjà, juste pour revenir sur ça, c'est vrai que même les hommes, quand ils posent des questions sur la sexualité, ça va être par rapport, aux femmes, par rapport à leur conjointe, comment donner plus de plaisir. Mm, C'est orienté vers l'autre, mais en même temps, c'est pour eux-mêmes, en fait, pour savoir comment être meilleur ou être un bon mm, amant, parce qu'il y a cette question de performance. Et pour les femmes, c'est déjà souvent la question, je pense pas qu'il y ait enfin, ce qui revient plus souvent, c'est oui, comment me satisfaire moi? Comment avoir du plaisir? Avant de, comment faire plaisir à mon partenaire? Ça, on peut le voir, mais en tout cas, moi, en consultation, c'est plus ce genre de questions. Comment avoir plus de plaisir? Ou alors j'ai des désirs, mais, peut-être que c'est trop, peut-être que j'en demande trop à ma partenaire. Je suis une femme, je suis censée ne pas aimer le sexe, il y a encore ça, hein, qui est, vachement présent aussi mhm. dans la société, qui est que une femme qui est sexuelle, qui affirme ses désirs, qui a envie d'expérimenter au niveau sexuel et pas forcément qu'avec un copain ou un mari, mais avec d'autres personnes, elle est encore vue comme une salope, comme une dévergondée, comme quelqu'un une fille passage, Ouais, oui, en oui, mettant des grands guillemets, hein. oui. Et donc, on a été imprégné de ça pendant,
des années, des décennies, des millénaires. Mmh. Et maintenant, toute la question, c'est de comment on peut enlever ces chaînes-là et pouvoir vraiment assumer pleinement ses désirs et ses envies. Et beaucoup de blocages viennent de là aussi, hein. OK. Nickel, c'est déjà une première partie. J'avais eu d'autres questions. Quand tu réponds à une question, ça répond à plusieurs. Donc, il y avait aussi pourquoi certaines femmes ont du mal à avoir un orgasme. Oui. Bah, je peux revenir sur ça aussi parce que c'est ce qui revient souvent aussi. Ça rejoint un petit peu, déjà pour les personnes, qui ont des difficultés à avoir l'orgasme, à avoir des sensations de plaisir, ça peut être déjà dû à une, faible excitation, Mmh. peut-être à la base. Donc c'est-à-dire soit parce qu'elles en avaient, on revient sur la question de désir, mais peut-être elles en avaient pas forcément totalement 100% envie de ce rapport intime. Peut-être qu'elles en avaient envie, mais du coup, les stimulations n'étaient pas adéquates. Par exemple, elle se stimule pas, mais c'est le ou la partenaire qui la stimule, mais pas forcément de la façon dont elle aime. Mmh. Et des fois, ça peut venir aussi, du coup, une méconnaissance du corps. Bah, tiens, en fait, qu'est-ce qui me fait du bien? Est-ce que je sais ce qui me fait du bien, la manière dont j'aime être stimulée? Et si je le sais, est-ce que je peux l'exprimer à mon ou ma partenaire? Donc, il y a souvent un double enjeu qui est d'abord, est-ce que je sais? Et deuxièmement, si je sais, est-ce que je peux l'exprimer? D'accord. Et là, quand tu poses la notion de est-ce que je sais, pour moi, je la mets en lien directement avec une question. C'était une question masculine qui demandait est-ce que c'est possible qu'une femme ne se soit jamais masturbée de sa vie? Donc, Oui, c'est tout à fait possible. ok. Comme aussi des hommes, même si c'est un peu, j'ai l'impression plus rare parce que, bah, voilà, les hommes, le pénis est là à l'extérieur, il pend, enfin, il est là, il est facile d'accès. Une vulve, c'est un peu plus interne, c'est-à-dire qu'il faut se pencher, il faut utiliser un miroir pour déjà la voir et puis pour la toucher, il y a tous ces blocages aussi des fois de la famille ou de l'éducation, comme quoi c'est sale. On va peut-être plus permettre à un petit garçon de se toucher qu'à une petite fille. Mhm, Et puis, il y avait aussi pendant longtemps, alors peut-être maintenant c'est peut-être différent, hein, mais en tout cas moi, quand j'étais, donc adolescente, donc il y a à peu près une quinzaine d'années, il mhm, y avait cette image de la masturbation, en tout cas féminine, c'était être doigté, c'était se doigter, donc c'est-à-dire mhm. un doigt dans le vagin. Sauf que maintenant avec les études, on se rend compte qu'un doigt dans le vagin, juste une stimulation, avec, un doigt ou un pénis, dans le vagin, il y a peu de personnes qui peuvent avoir du plaisir avec ça, un orgasme. Souvent, il faut allier aussi le clitoris, qui est l'organe du plaisir, qui se situe juste au-dessus du vagin et de l'urètre et qui est, à stimuler. Donc chacune a sa sensibilité, mais on voit que les personnes qui arrivent à atteindre l'orgasme et des personnes qui arrivent aussi à le stimuler, que ce soit de manière externe, donc c'est-à-dire sur le gland du clitoris, donc c'est la partie que l'on voit. Des fois, elle peut être cachée sous le capuchon, donc c'est de relever la sorte de prépuce. Et il y a le gland qui est extrêmement sensible. Et puis le clitoris, il y a aussi ces branches qui sont à l'intérieur de la vulve, donc on ne peut pas voir, mais qui, quand elles sont stimulées, donc soit internes avec une pénétration vaginale ou en touchant le clitoris, peuvent aussi procurer des sensations. Ok. Et donc oui, il y a des personnes qui peuvent ne s'être jamais masturbées parce que bah, il y a j'ai jamais eu, enfin je savais pas que c'était possible, je savais pas comment faire, j'avais peut-être pas un endroit intime pour le faire. Une pénétration vaginale, j'avais essayé, mais ça m'a procuré aucun plaisir, ou même une stimulation du clitoris, j'ai essayé, ça m'a procuré aucun plaisir. Et ce qu'on voit, c'est que ça peut mettre du temps au corps à associer les stimulations avec du plaisir. Ok. Donc, si on s'arrête à la première stimulation, ça procure pas grand-chose, comme un peu un premier rapport sexuel avec pénétration. Souvent, les femmes vont dire, bah, voilà, c'est que ça en fait. Et donc, il y a besoin de pratiquer. C'est comme tout. On va pas savoir jouer du piano dès la première leçon. Ça va être frustrant. On va être là, oh là là, j'y prends aucun plaisir. Il va Mhm. falloir pratiquer, pratiquer jusqu'à ce ça soit plus un automatisme et donc devienne un peu plus du plaisir. Ok. Tu me parles de plaisir, de gland, de capuchon. J'ai eu le message d'un homme qui me demandait les hommes circoncis ressentent-ils moins de plaisir que les hommes non circoncis? Ça, c'est une grande question et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de consensus. On a tendance à dire que prépuce, donc en fait, la circoncision, c'est quand on va couper un bout du prépuce et donc que le gland du pénis va être à découvert. Et c'est exactement la même chose aussi, le clitoris, il a un prépuce et que des fois, voilà, l'excision, ça va être de couper aussi, enfin bon, c'est une autre histoire, mais bref. Donc la circoncision, donc c'est couper le bout du prépuce et que le gland soit à découvert. Et là, on s'est rendu compte que, en fait, prépuce et plaisir, c'est peu lié. Après, on peut se rendre compte que du coup, quand le gland va être à découvert,
Eh bien, il va peut-être se durcir un petit peu plus. C'est l'effet de kératisation, je crois. C'est quelque chose comme ça, mais qui arrive de toute façon avec l'âge. Donc, en fait, il y a pas encore vraiment de consensus et vraiment, en fait, ça peut continuer à procurer du plaisir, que ce soit circoncis ou non. Et si on voit qu'il y a une moins grande sensibilité, on peut toujours le stimuler, en fait. Ça va être de le stimuler avec du lubrifiant, continuer à le toucher, continuer à le sensibiliser et à apporter aussi, un afflux de sang. Quand on est excité, il y a un afflux de sang qui vient dans les organes génitaux et ça, c'est important aussi pour la lubrification et pour les sensations. Donc il y avait ça. J'ai aussi une autre question que j'ai trouvée intéressante parce que les clichés ont la dent dure, mais enfin, c'est peut-être un jugement de valeur. C'était par rapport aux dimensions du partenaire. J'ai peur que les Oh dimensions là! de mon partenaire ne me conviennent pas. Donc ça, les dimensions que mon partenaire ne convienne pas, donc c'est une femme qui par rapport au pénis de son partenaire, c'est ça? Exactement. Mmh. Déjà donc ne me conviennent pas, donc une femme qui dit, elle a l'appréhension que les dimensions de son partenaire ne lui conviennent pas. Donc déjà, c'est est-ce que c'est par rapport du coup à la taille? Est-ce que c'est trop grand ou trop petit? Ou le diamètre, est-ce que c'est trop gros ou, trop fin? Et aussi par rapport à l'image de son vagin. Aussi pour des personnes qui ont de l'appréhension, ont des fois une image de leur vagin comme quoi c'est un petit trou et ça va jamais rentrer. Si Mm. par exemple, c'est la taille et la grosseur, alors que le vagin, il y a des muscles qui l'entourent et donc il s'ouvre, avec l'excitation et la lubrification et qui permet du coup une pénétration et donc il s'adapte aussi parce que, voilà, pour se souvenir, le vagin peut s'adapter à une taille de la tête d'un bébé. Donc généralement, il y a pas de pénis aussi gros qu'une taille de tête de bébé. Donc il s'adapte. Après, c'est clair qu'il faut mettre du lubrifiant, si c'est par rapport à la grosseur, si c'est par rapport à la taille. Donc si c'est donc toujours mettre, du lubrifiant dans tous les cas dès qu'il y a une pénétration, une stimulation, des organes de la vulve ou du clitoris et puis y aller en douceur aussi. Alors ça va être aussi de pouvoir travailler sur l'appréhension. Si cette personne a vraiment peur, c'est important qu'elle puisse travailler sur cette peur parce que ce qu'on se rend compte, c'est quand on a peur, on se crispe et comme il y a les muscles du périnée vont être crispés aussi, ça peut rendre la pénétration beaucoup plus douloureuse, voire dans certains cas impossible. Donc c'est Ok. important si on a cette appréhension de pouvoir en discuter, peut-être déjà avec son partenaire et pourquoi pas être accompagné aussi avec une sexologue pour pouvoir travailler cette appréhension et pas la laisser s'installer. Ok. Si c'est par rapport au fait que le pénis est, «petit» entre guillemets, la même chose aussi, ça va être de travailler son périnée, de le muscler, de le tonifier, ce qui va permettre d'avoir plus de sensations et puis, comme je l'ai dit avant, il y a pas que la pénétration vaginale qui fait du bien. Ça va être de pouvoir stimuler le clitoris, stimuler les autres zones érogènes et donc ressentir des sensations de plaisir. Ok. Après, il y a toujours aussi on peut ajouter si on veut, des sextoys comme, des cock rings, ou, des gaines péniennes vraiment en dernier recours si on veut vraiment avoir une taille un peu plus, importante. Mais généralement, il y a pas besoin d'aller jusque-là. Il y a d'autres stimulations qui existent aussi. Nickel. Là, tu réponds un peu aussi à une question d'un homme qui demandait, donc lui, sa question, c'était pourquoi, quand on a une relation sexuelle avec un partenaire sans pénétration, c'est mal vu chez la femme, en fait. J'ai bien demandé de préciser la chute, enfin, Mmh. il m'a bien précisé que c'était mal vu par les partenaires féminines, du coup. Ah oui. Oui, ça c'est possible aussi, hein, souvent alors que maintenant on sait voilà ce qui fait du bien et du plaisir aux femmes. Il y a aussi ce qui est en alors déjà tout simplement parce qu'il y a des femmes qui aiment la pénétration, vaginale ou même pénétration anale, mais qui aiment là on parle de vaginale, qui aiment la pénétration, vaginale, donc soit et aussi il y a pour d'autres personnes, le fait que, bah, c'est comme ça en fait. L'image qu'une relation sexuelle, c'est avec pénétration Mhm, et que ça doit être comme ça. Donc là, la chose à différencier, c'est de voir déjà, bah, si on a eu cette réflexion-là, mhm. si on s'est déconstruit par rapport à ça, si on peut imaginer un rapport sexuel différemment. Si oui et de se dire: «Bah, en fait, je peux avoir accès à d'autres plaisirs que la pénétration vaginale» et pour d'autres personnes, c'est: «Non, pour moi, la pénétration vaginale, c'est quand même quelque chose qui me procure beaucoup de plaisir». Donc pareil, là, ça va être peut-être des généralités, mais c'est de vraiment voir au cas par cas et pour des personnes, voilà, c'est très important la pénétration vaginale, que ce soit pour des croyances ou que ce soit pour des sensations de plaisir. Ok, d'accord. En fait, chacun.
Chacun, ouais, chacun voit, et même encore aussi, même pour les hommes, hein, un rapport sexuel, c'est encore beaucoup avec pénétration, ils se disent, mais moi, en fait, c'est que comme ça que j'ai du plaisir avec une pénétration. Ok, d'accord. Euh, Il y a aussi la notion de... Alors, avant même de parler de rapport sexuel, j'ai trouvé ça très intéressant comme question. C'était un homme et il m'expliquait en fait, sa question c'était pourquoi c'est tabou. Et là, je ne comprenais pas la question. Je lui dis comment ça c'est tabou. Il me dit quand tu fréquentes quelqu'un, quand vous rencontrez, etc., tu as du désir envers cette femme, mais tu ne peux pas lui dire parce que ce sera un manque de respect. Hmm. Ah oui, ça, là, on rentre dans... Ouais, donc du coup, c'est par exemple quand on séduit, on est dans la séduction, il y a quelqu'un qui nous plaît, c'est difficile d'exprimer un désir. Donc, c'est-à-dire, c'est en dehors de la relation de couple, j'imagine. C'est-à-dire au tout début. Ça à voir. Donc, moi, je le comprends comme au tout début où c'est difficile de pouvoir dire, bah voilà, je t'ai vu, ça fait peut-être plusieurs fois qu'on se voit et j'ai du désir pour toi et ça reste encore tabou. Bah, il y a déjà aussi beaucoup avec ce qui s'est passé avec MeToo, beaucoup de personnes qui se disent ah ben on peut plus exprimer notre désir, comment ça va être perçu, etc. Bon, ça c'est aussi une autre histoire. Et puis la question, il parlait aussi de respect, donc ça c'est vraiment, je pense, dans la relation, en fait, dans ce qui se passe dans la dynamique des deux personnes, quoi. Je pense qu'on peut pas faire des généralités, c'est vraiment pouvoir voir à tâtons. Donc, c'est vraiment être à l'écoute. Déjà, si on n'est pas sûr, on peut être à l'écoute et demander à sa partenaire. Enfin, on peut toujours poser des questions et arriver à avoir cette sensibilité. Et c'est vrai que chez certaines personnes, il y a peut-être une difficulté à être dans l'écoute attentive de ce qui se passe, que ce soit dans le langage non verbal, mais aussi verbal, de pouvoir écouter et entendre ce que la personne dit et de pouvoir s'adapter. Mais comme il y a des personnes où c'est pas forcément dans l'éducation, de pouvoir vraiment prendre le temps d'observer ce qui se passe, de pouvoir poser les questions, bah, on se dit: «C'est tabou, je peux pas le faire». Alors ça, c'est pour un couple en construction, on va dire. Et j'avais aussi pour la question des couples qui sont ensemble depuis plus longtemps. Se lasser sexuellement en couple, est-ce une fatalité? Dans les couples, quand ça fait un petit moment, même pas un petit moment, mais dès que c'est des couples installés, c'est vrai que on peut voir des fois un moins de désir sexuel, voire une baisse de libido, une absence de libido parce qu'il y a une sorte de lassitude. C'est vrai que le désir sexuel, il marche, il y a plusieurs processus et Mhm. souvent ce qu'on voit au début, c'est que le désir sexuel est assez spontané. On a tous les 2 envie en même temps, c'est simple, c'est easy et on se dit: «Bah, c'est naturel quoi, cool, on est un couple, ça marche naturellement». Et la tendance est que on se dit: «Bah, c'est naturel» et donc on cultive pas ça, on le travaille pas. Et donc si on le travaille pas, fatalement, au bout d'un moment, parce qu'il y a moins d'hormones aussi, de la passion, mais surtout aussi parce que, bah, il y a moins de nouveautés. On a testé pas mal de choses et donc ça va redescendre. Et si Ok. on l'a pas travaillé, ça peut disparaître et se dire: «Bah, en fait, c'était juste passionnel et bah, voilà, j'ai envie d'autre chose, quoi». Donc ce qui est déjà important de savoir, c'est que ça se cultive. Il faut continuer. Il faut continuer à être un couple érotique, c'est-à-dire de créer des moments, pour vous 2 où vous pouvez explorer des choses qui vous plaisent, être intime. Et quand je dis intime, c'est large, c'est tout ce qui vous plaît au niveau tout ce qui vous excite sexuellement et qui va bien au-delà de la pénétration. Et puis, il y a aussi ce qu'on voit, dans le couple petit à petit, ce qui va s'installer. Donc dans le désir, il y a un désir spontané, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va se faire assez naturellement. J'ai vu quelque chose, il y a eu un stimulus sexuel ou j'ai eu un fantasme et paf, j'ai eu envie, d'une relation sexuelle ou d'une masturbation. Et puis il y a un désir qui est plus réactif, c'est-à-dire que ça va être en réaction à une demande sexuelle, à une excitation sexuelle. Donc comment ça va se traduire le désir sexuel réactif? C'est par exemple, bah, je sais pas, j'étais en train de cuisiner, je pensais à des choses et puis, ma partenaire, elle est venue, elle a commencé à me caresser et je pensais pas du tout avoir une relation sexuelle ce soir, mais quand elle m'a caressée, waouh, ça m'a réveillée, j'ai eu envie d'une relation sexuelle. Donc en fait, on va voir dans le couple s'installer quelqu'un qui va avoir ou même en alternance, du désir spontané chez une personne et une autre personne du désir sexuel réactif. Donc D'accord. une qui va Ok. initier et l'autre qui va répondre. Donc Ok. souvent ça s'alterne. Des fois où ça peut poser souci, c'est quand c'est toujours la même personne qui initie. Et souvent, on voit les couples quand justement il y a une personne qui répond plus du tout, qui est plus du tout réactif, ou ni l'un ni l'autre ne réagit.
Ok. Donc, ça va être vraiment de travailler ça, en fait. La lassitude, c'est parce qu'on n'a pas pris soin de son couple érotique. C'est qu'on a laissé, on a cru que c'était juste comme ça et que si on s'aime plus, enfin, si il n'y a plus de passion, c'est qu'on s'aime plus. Alors qu'il faut bien différencier aussi, on peut très bien aimer son partenaire, sa partenaire très fort et pas avoir de désir sexuel. Pas à ce moment-là, ou plus. Mais ça se travaille, c'est différent de l'amour. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Il y a une autre question qui est très mécanique, celle-là, pour le coup. Mhm. Ce serait, pourquoi après avoir fait l'amour, on a cette envie d'uriner, en fait? Hmm. Oui, et ça, c'est important d'ailleurs d'uriner déjà avant les rapports et après les rapports. Ça permet de nettoyer parce que il peut y avoir des bactéries. Si elles restent trop longtemps, donc des bactéries justement avec la pénétration qui sont dans le vagin, mais qui peuvent aussi aller jusque dans la vessie. Et c'est là où on peut avoir des cystites. Donc c'est important de pouvoir uriner. Après, ce qu'on retrouve, alors là, c'est peut-être une femme qui a exprimé ça, cette envie de faire pipi après les rapports. Ça peut être aussi lié, à un désir à une excitation très forte, à l'orgasme. Souvent, il y a des personnes qui, au moment de l'orgasme, et là je parle au niveau, des femmes, ressentent cette envie d'uriner très fort. Genre, je peux pas aller plus loin parce que sinon je vais me faire pipi dessus et ça souvent, c'est souvent ce qu'on retrouve au moment, d'une excitation très forte et de l'orgasme, qui est présent. Et puis tout simplement, ça peut être aussi le fait que, voilà, quand il y a eu un rapport intime et là, peut-être avec pénétration, c'est que ça va aussi, stimuler et appuyer sur la vessie et la stimuler et donc aussi avoir cette envie de faire pipi. OK, d'accord. Pour moi, moi, en tant qu'infirmière, je connaissais que la partie infectieuse. Ouais, Oui, attention aux cystites, il y avait juste c'est ça, c'est ouais, marrant de voir, les prismes ouais. d'approche différents. Après, il y a peut-être d'autres explications, mais là, c'est les premières qui me viennent, en tête par rapport à ça, cette envie de faire pipi et dans tous les cas, même si on n'a pas envie, c'est quand même important d'aller aux toilettes, avant, après. Et OK. hommes et femmes, hein. On oublie D'accord, souvent les hommes, mais c'est la même chose aussi. c'est le même procédé? Il peut y avoir aussi des infections. Alors là, moi, je serais moins spécialisée, pour répondre là-dedans, mais c'est quand même, prime abord, ouais, c'est quand même mieux de pouvoir, vider sa vessie, ouais. D'accord. OK, il y a pas de souci. Alors, j'avais une question qui était un peu tournée. Il y avait une question sur l'éjaculation féminine, mais je pense que tu as un peu répondu. Est l'orgasme vaginal plus puissant que l'orgasme clitoridien? Ah ça, c'est la Mmh. question, voilà. Bon. On aime bien. Pendant longtemps, dans les médias, même en sexologie, on parlait de cet orgasme vaginal, orgasme clitoridien. Et c'est Freud, je crois, si je me trompe pas, le premier à avoir fait cette distinction. Et pour lui, donc les petites filles avaient un orgasme clitoridien. Par contre, en tant que femme, si tu avais encore un orgasme clitoridien, c'est que voilà, tu n'étais pas une vraie femme. Donc il fallait que tu aies un orgasme Mmh. vaginal. Donc avoir du plaisir par le vagin. Et comme on le voit dans les études, c'est quelque chose de plutôt rare, hein. Moins d'une vingtaine de femmes ont un orgasme juste par pénétration. Maintenant, ce qu'on sait depuis la découverte anatomique du clitoris en entier, en 3D, qui s'est faite dans les années en 1998, Mmh. 98, on se rend compte qu'en fait, l'orgasme, le plaisir vient d'une seule source qui est le clitoris. Et donc là, ça serait bien de mettre un schéma, de pouvoir montrer. Mais comme je disais, le clitoris, en fait, il y a le gland, mais il y a aussi les branches. Il y a des branches du clitoris qui sont en fait qui sont stimulées aussi quand il y a une pénétration vaginale. Donc en fait, quand il y a une pénétration vaginale, que ce soit par des doigts, du pénis ou un objet, le clitoris va être stimulé. Donc, il peut être stimulé de l'intérieur, c'est-à-dire quand il y a une pénétration vaginale, et il peut être stimulé de l'extérieur sur le gland, par exemple avec les mains ou quand on est frotté dans certaines positions, et là, il va être stimulé extérieurement. Et donc, toute source de plaisir provient, en tout cas quand il y a dans la zone de la vulve, provient du clitoris. OK, OK. Mais Et après, donc ça permet de relativiser aussi là-dessus, pour les personnes qui se disent: «Mais moi, juste avec une pénétration vaginale, des fois, je ressens pas grand-chose» et donc si c'est le cas, c'est de pouvoir aussi associer avec une stimulation externe du clitoris, c'est-à-dire de toucher le clitoris ou sa partenaire touche le clitoris avec ses doigts ou même il y a certaines positions, quand la femme est au-dessus de l'homme et l'homme un peu redressé, assis, là, il va y avoir vraiment avec les frottements, le clitoris qui va être stimulé. OK. Ou accompagné d'un autre objet. On peut aussi se toucher soi-même ou utiliser un objet qui va stimuler le clitoris pendant une pénétration vaginale, par exemple. Tac, tac.
Et pareil pour la pénétration, quand il y a une pénétration anale, il y a certaines personnes pour la pénétration anale, qui peut être OK, mais qui ajoutent beaucoup de plaisir quand elles se stimulent le clitoris. Donc le clitoris, en fait, est vraiment l'organe du plaisir et il ne sert qu'à ça, en fait, dans l'anatomie de la femme. Il est dédié qu'à ça, au plaisir. Et donc, comme je disais, on a aussi chacune sa sensibilité. Il y a certaines personnes pour qui c'est très, très sensible de toucher le clitoris. Et donc, ça va être vraiment un apprentissage et de le stimuler aussi de sa manière à soi. Il y en a certaines personnes qui ont besoin de sextoys pour avoir de fortes vibrations, mais pour d'autres, justement, c'est pas du tout de vibration, c'est un toucher léger, c'est même peut-être des fois le toucher à peine, quoi, tellement il est sensible. Ok. Ouais, chaque personne est différente en soi. C'est ça, donc faut apprivoiser son propre plaisir, faut découvrir ce qui nous fait du bien et ça peut être différent, bah, selon l'évolution de sa vie aussi. Et en plus, quand on se masturbe ou quand on a une pénétration, bah, je recommande de toujours ajouter, une touche de lubrifiant parce que les sensations sont du coup aussi différentes et plus plaisantes. Ok. Tu as parlé d'évolution de la vie. J'avais des Mmh. questions. Alors, je crois que j'en ai qu'une. J'en Ouais. ai eu qu'une en lien avec la grossesse. C'était une femme qui me disait, depuis que j'ai eu une déchirure lors de mon accouchement, euh, je n'arrive plus à faire l'amour dans certaines positions, comme la levrette. Mmh. Ouais. Donc, On voit que du coup la sexualité évolue et elle est encore plus, bouleversée en transition après un accouchement, que ce soit par voie basse ou par césarienne. Le corps passe par, de multiples transformations et aussi au niveau hormonal. Là, mm, par rapport à cette, personne qui a eu une déchirure, déjà, ce serait important de voir si elle a pu faire de la rééducation du périnée, de voir si cette déchirure, elle est bien cicatrisée et cetera. Et ensuite de voir par rapport aux positions, ça peut arriver effectivement qu'il y ait des positions plus douloureuses. Si elles sont douloureuses, bah, c'est de les arrêter et d'adapter en fait, de pouvoir adapter des positions qui soient agréables. Ça peut être aussi des fois de masser le périnée aussi un petit peu pour le détendre. Parce qu'il y a peut-être cette appréhension aussi. Alors là, c'est que dans une position où je suis pas certaine qu'il y ait vraiment une grosse appréhension, mais ça peut être lié à une appréhension de la douleur et du coup de se crisper. D'autant plus quand peut-être on a expérimenté une fois des douleurs en levrette, on mhm. se dit: «Ça va toujours être comme Ouais, ça en levrette». ouais. Et des fois, c'est juste, des croyances, c'est-à-dire ça va nous bloquer, mais des fois, c'est aussi, bah, parce que physiquement, OK, il y a quelque chose qui se passe là. Donc pour cette personne, ça serait intéressant, bah, déjà de voir, voilà, au niveau si elle a pu voir, gynéco, kiné et cetera par rapport au périnée. Des fois, on peut aussi se masser le périnée avec de l'huile pour le détendre. Voir cette déchirure aussi, voilà, à quel degré elle a été et puis, s'il y a des positions, savoir quelles sont les positions les plus agréables. S'il y en a des désagréables, les éviter ou, les modifier et y aller vraiment à son rythme, quoi. Faut pas se forcer. D'accord. J'ai trouvé ça un peu dommage. C'est la seule question que j'ai eue en lien avec L'évolution. l'accouchement, Bah, mmh. l'évolution du corps, en tout cas de la femme. Ouais. Donc, Bah, il bon. é il évolue, ouais, comme je disais, vachement, donc à la grossesse, puis aussi à la ménopause, où les changements hormonaux vont aussi, modifier, le corps. Les organes génitaux, hein, vieillissent aussi. Mhm. On sait très bien qu'on va vieillir, enfin voilà, on sait que nos mains vont être plus flippées, qu'on va avoir des rides, voilà et cetera, mais on se rend pas compte forcément que notre vulve aussi va vieillir. Et donc, c'est important d'entretenir comme on entretient sa vue, comme on entretient sa dentition, d'entretenir aussi ce bon fonctionnement de nos organes, génitaux. Et donc, il y a des modifications qui se font, donc à la ménopause où on peut avoir un peu plus de sécheresse Mhm. et donc des douleurs. Donc, c'est important de pouvoir utiliser du lubrifiant, pouvoir voir ce qu'on peut faire. Il y a des solutions en tout cas qui existent, hein, c'est pas une fin en soi et on peut toujours avoir des rapports, intimes tout au long de sa vie. Et surtout, une bonne chose aussi, même ménopausée, même s'il y a des changements et cetera, le clitoris reste tout autant innervé. Donc c'est-à-dire, il reste notre organe de plaisir, il reste notre meilleur allié dans notre vie intime. Donc il est toujours là, donc on peut toujours aussi avoir, des sensations de plaisir. D'accord. Ok. Ok. Il va falloir sûrement peut-être adapter au début, voir en fait, c'est plus on est, rigide par rapport à sa sexualité, plus on peut en souffrir. En fait, dans sa vie, il y a tellement de changements, tellement d'évolutions, de fluctuations qu'il faut être aussi flexible par rapport à sa sexualité. Des fois, il y a des choses, ça va être temporaire, il va falloir les adapter. D'autres fois, ça va être définitif, il va falloir les adapter.
Et on ne fait pas l'amour de la même manière à 50 ans qu'à 20 ans, et cetera. Selon les partenaires, on ne fait pas la même manière l'amour, selon si on connaît son corps, selon si on a eu des enfants ou non, et cetera. Donc c'est d'être le plus flexible possible pour être aussi la plus épanouie, possible par rapport à ça. Hem, Et donc les sexologues peuvent aussi accompagner sur ce niveau-là aussi. Pour rassurer, pour dire que ce n'est pas une fatalité, qu'il y a plein de choses qui existent encore plus maintenant. Il y a tellement de choses qui se développent en sexologie. Et même aussi, voilà, pour les personnes avec des handicaps, maintenant, il y a des alors c'est pas encore, suffisamment, mais les sextoys essayent d'être de plus en plus inclusifs, de pouvoir penser aussi à ces personnes qui ont une mobilité réduite mmh pour pouvoir aussi profiter de leur vie sexuelle. En fait, chaque personne a une vie sexuelle. Avant, on se disait: «Bah, les personnes âgées, c'est bon, après 50 ans, il y a plus de vie sexuelle. Les personnes handicapées, bah, ils font plus l'amour». Faux, 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 faux. Oui, oui. Enfin, pour avoir ça me fait écho, l'évolution du corps, de la sexualité, enfin de la santé sexuelle. Heu, Nous, en tant que soignants, ça fait toujours un peu bizarre dans les maisons de retraite quand, ce sont des couples, mais il va falloir penser à un lit double. Mais c'est non, mais là, ça me dérange dans mon organisation, c'est pas possible. Ah, mais c'est un couple, oui, mais en fait, on peut pas les séparer. Ou même les services Alzheimer où les gens sont un peu plus, dégradés d'un point de vue cognitif, hein, voilà. Mmh. Heu Là, il y a des choses qui ressortent et la sexualité, c'est comme si on est témoin de bribes de leur passé sexuel, en fait, où, ils vont essayer de vous toucher, de vous sans que ce soit forcément agressif, mais c'est très déstabilisant. Tu te dis: «Oh» Mmh. enfin bref. Oui, ça questionne au rapport, bah, il y a des études là-dessus aussi, hein, le rapport au corps pour les soignants, soignantes, cette proximité aussi du corps, et puis donc c'est le rapport au corps, déjà son propre corps et le corps de l'autre aussi, d'une Mmh. personne vieillissante et son rapport à soi, à la sexualité, à l'intimité. Est-ce que c'est quelque chose que je me permets à moi? Est-ce que c'est quelque chose que je permets à l'autre? Mmh. Donc c'est des réflexions à avoir aussi au sein des équipes par rapport à ça et peut-être d'être accompagné parce qu'on sait que c'est présent. On le voit dans les Bien sûr, EHPAD ou dans les bien unités, sûr. il y a toujours de la sexualité. Maintenant, la question, c'est comment on l'accompagne. Mmh. Est-ce qu'on l'interdit? Et alors là, je trouve que c'est inhumain. Est-ce qu'on l'accompagne et comment on peut l'accompagner au mieux? C'est une belle ouverture parce que là, pour le coup, c'est marrant, je parlais encore de ça il y a quelque temps et le parti pris, c'est de dire que, en tout cas, moi, en psychiatrie, on n'autorise pas, mais on peut pas interdire. Mais il y a toute la notion de vulnérabilité, de consentement. C'est assez compliqué et puis, enfin, c'est Ouais. en pleine réflexion. Enfin, c'est une réflexion perpétuelle, en fait, mais Oui bon. et qu'on ne sait pas Heu, encore comment répondre, comme tu dis, hein. Il y a aussi tout ce qui est consentement des personnes vulnérables. Est-ce qu'elles peuvent donner leur consentement? Est-ce qu'elles sont, complètement conscientes de ce qu'elles font et cetera? Donc oui, j'imagine aussi, mais ça peut être aussi peut-être, quelque chose de pluridisciplinaire, c'est-à-dire avec les équipes, de soignantes et soignants et peut-être avec des sexologues pour essayer de voir, de co-créer des choses qui peuvent être possibles et aussi, si c'est possible avec les patientes et patientes. yep. Alors, je vais juste poser la dernière question et après Mmh. je voulais te reposer des questions à toi, enfin à toi en Yes. tant que sexologue. Donc la dernière question, c'est le point de conclusion, c'est, comment faire alors c'était comment faire pour avoir une vie sexuelle de qualité? Alors je Mmh. vais commencer tourner. Quel est le secret? La question c'est quel est le secret pour avoir une vie sexuelle de qualité? Donc Oui, une recette magique, j'adore. Bah, déjà, je pense, s'il y a une seule chose, c'est déjà par rapport à soi, c'est, de se découvrir soi. Est-ce que, pour avoir une vie sexuelle de qualité, ça passe déjà par soi? Est-ce qu'on se connaît suffisamment? Est-ce qu'on sait ce qui nous fait du bien? Est-ce qu'on arrive à se faire du bien seul et cetera? mmh Est-ce qu'on se sent à l'aise avec son corps? Comment on fait ami-ami avec notre corts et avec nos parties, génitales? Et puis ensuite de qualité, donc ça peut être seulement en solo et donc avoir vraiment beaucoup de plaisir en solo. Est-ce qu'on est aussi assez flexible? Est-ce qu'on utilise d'autres supports qui peuvent des fois aussi rajouter un peu de nouveauté? Alterner aussi, ne pas toujours avoir, la même stimulation ou si on a l'habitude d'utiliser du support, pornographique pour se masturber, bah, pouvoir alterner avec d'autres choses. Ça, c'est important, c'est cette flexibilité, on revient là-dessus et puis avec un ou une partenaire, c'est la même chose. Donc une fois qu'on se connaît bien, c'est de pouvoir communiquer sur ce qui nous fait du bien, ce qu'on aime bien, se sentir dans une relation de confiance où on n'est pas jugé, où on peut exprimer librement sa sexualité, où on peut se laisser aller, avec ses envies, ses désirs et en fait où c'est léger, c'est fun, d'avoir une sexualité, quoi. OK. Bah, la recette magique, hein, communiquer, mais bon, 30 c'est tellement simple, communiquer.
C'est une Non, évidence. c'est pas si simple que ça. On va bien pour communiquer et ça s'apprend pareil. On l'apprend pas à l'école, donc ça peut s'apprendre avec des thérapeutes de couple, des sexologues, etc. Pour être sûr d'avoir une communication efficace et claire. Ouais, Ça, c'est très important dans la sexualité, c'est de pas passer par 10 000 détours, c'est de dire clairement les choses, ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie, et savoir que c'est aujourd'hui même et que demain, ça peut être différent dans 10 ans, etc. Donc, pas de le prendre pour acquis, mais vraiment être flexible là-dessus. nickel. En gros, juste, je vais, pour bien avoir compris, en fait, on Mhm. est loin des clichés parce que j'avais quand même une question de cet ordre-là. Il n'y a pas de position préférée, c'est juste propre à chaque personne où tu Exactement. exprimes ce désir-là, ça veut dire que tu aimes ça ou pas ça. Il n'y a pas de truc mécanique, ça tu aimes. Et heureusement, quoi. Imagine, ça serait boring, ça serait ennuyant d'avoir juste une position qui procure du plaisir. En plus, cette position, elle peut nous faire elle peut nous faire du bien, mais dans 10 ans, c'est peut-être une autre différente. Et même, en fait, je trouve que c'est encore la même chose, je vais répéter, mais c'est vraiment cette flexibilité, c'est de pouvoir alterner. Parce que cette position, imaginons, il n'y en a qu'une. Et qu'est-ce qui arrive le jour où tu peux plus la faire, cette position? Ça veut Mm. dire quoi? Que ta vie sexuelle, elle est finie? Ouais, c'est compliqué. Donc, c'est important de pouvoir avoir cette flexibilité, de tester, de voir en plus selon le ou la partenaire, ça va être des stimulations différentes et donc on va apprécier d'autres différentes positions. Quand on est enceinte, il y a des positions qu'on aime moins alors qu'avant on les aimait bien. Post-accouchement pareil, en ménopause pareil. Ça varie en fait. Et heureusement, et c'est tant mieux de pouvoir avoir une palette de positions qui nous font du bien et aujourd'hui, quoi, et de pouvoir être flexible et les adapter quand elles ne font plus du bien pour le moment et de pouvoir, ou même quand on a nos règles, ça peut être aussi des positions différentes qui nous font du bien. D'accord. Ok. Là, je m'inquiète un peu pour le temps parce que je pense que ça va couper. Euh, OK. j'avais une question. Alors, j'avais noté des questions. Ah oui, donc tu es sexologue. Donc, je rappelle le Insta, Camille Parle Sexe, qu'on peut retrouver sur Instagram et qui fait des consultations à l'international. Et du coup, toi, en tant que sexologue, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie, en fait? On aime bien me poser cette question. Hem, Bah, déjà, je pense, j'ai envie de dire que je suis devenue sexologue après avoir vraiment, alors on découvre toujours sa sexualité, mais après avoir découvert un grand pan de ma sexualité. Donc ça a été un cheminement quand je suis devenue sexologue. Il y avait plein de choses que j'avais explorées avant et qui m'ont permis aussi d'être une meilleure sexologue. Et aujourd'hui, ce que ça me permet, c'est vraiment de continuer à avoir cette curiosité. Tiens, des nouveaux supports à expérimenter ou des nouveaux jouets ou des nouvelles positions, il y en a pas, mais de pouvoir avoir cette flexibilité, pouvoir s'adapter et en fait, d'accompagner les gens dans leur bien-être, de pouvoir les accompagner là-dedans, les voir épanouis, bah, il y a une satisfaction, c'est énorme, quoi. Mhm. Ouais, On ok. participe au bien-être, de l'humanité, quoi, et d'autant plus si c'est des couples qui après ont des enfants et qui ont réussi à établir de bonnes bases, eh bien on peut supposer que voilà, leurs enfants auront aussi, des bases suffisantes et que si ces enfants-là ont des questions sur la sexualité, les parents peut-être pourront les rediriger vers des sexologues et etc., aller vers un mieux-être global, quoi. D'accord. Avec Merci plaisir. beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Bah, Et c'était un grand plaisir et si les personnes ont encore des questions ou veulent des questions, des informations, peuvent me contacter sur Camille Parle Sexe ou même au Level Center. Et voilà, il n'y a pas de questions, il y a pas de questions bêtes et surtout, bah, ça fait du bien juste de poser des questions, de savoir qu'il y a des personnes accueillantes pour réceptionner ces questions-là ou ces doutes, ces appréhensions et qu'il y a des professionnels qui sont experts dans la sexologie et qui peuvent vous guider vers ce cheminement-là aussi. ok. Merci beaucoup Camille et Merci à toi, Evie. de rien. Et À bonne bientôt. continuation. À bientôt. Merci. Merci. Salut. Au revoir. Mégahertz. À très vite sur les ondes.